vais te tuer, je jure. Et bien salut à tous et à tous, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Enfin, j'ai vu Avatar 3 de feu et de cendres, je peux enfin vous en parler. Ouais, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le voir parce que bon bah déjà au début il y avait trop de monde. Moi je suis pas très fan du monde. Je voulais le voir absolument en IMAX 3D, donc les premières semaines c'était un peu compliqué. Et de toute façon j'avais très peu de temps moi vis-à-vis de mon planning. Et ensuite je suis tombé 2 semaines malade et donc ce qui fait que j'avais quasiment pas de voix. Donc pour faire des vidéos c'était un peu complicado, donc j'ai attendu d'avoir un peu un retour de voix un tant soit peu normal, hein. Donc je m'excuse déjà si j'ai la voix encore un peu ritrac, mais normalement c'est mieux. En tout cas, par rapport à il y a 2 jours par exemple, c'est beaucoup mieux, je peux vous le garantir. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut cet Avatar 3 pour moi, critique sans spoilers, même si bon, je vais un peu entrer dans du détail par moment, donc voilà. Mais donc, petit synopsis des familles. Quelques semaines après les événements relatés dans Avatar, La Voix de l'eau, Jake Sully et sa famille vivent toujours parmi les Medcaïna, à proximité d'un magnifique récif de corail de la planète Pandora. Ils doivent apprendre à surmonter la perte de Neteyam, tué au cours d'un violent affrontement avec le peuple du ciel. Jake, Neytiri, Loak, Took, Spider et Kiri sont confrontés, chacun à leur manière, à une forme de deuil. Même si Spider s'est parfaitement adapté au mode de vie des Medcaïna, ses proches craignent pour sa sécurité et comprennent qu'il ne peut plus rester auprès d'eux. Oh là là, je tousse déjà pas mal. Bon, moi je vous couperai tout en montage, mais je vais m'amuser en montage du coup pour cutter à chaque fois que je tousse. Donc, déjà c'est un vlog assez marrant parce que moi j'ai commencé à vraiment me lancer dans le vlog critique avec le Avatar 2. Ça a été le vlog numéro 1 des critiques, donc déjà petit moment émotion quand même parce qu'on en a fait du chemin depuis, enfin j'ai fait du chemin depuis d'un point de vue critique. Ça a été vraiment ma première critique que je me souviens j'avais fait en live à cette époque, et donc pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est vrai qu'Avatar 2 je suis pas le plus grand fan. Alors techniquement c'est impeccable, il y a quand même des thèmes sur l'écologie, protection de la nature, etc. qui me touchent beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais été quand même assez gêné par la multiplication des personnages, par la répétition des péripéties, et le côté agaçant de certains personnages qui étaient assez bornés et qui donnaient l'impression de faire du surplace. Voilà, et puis un final qui traînait un peu en longueur. Donc ouais, en résumé, le 2, c'est vrai qu'il m'avait laissé une note un peu amère, lol, petit jeu de mots. Donc c'est vrai que j'étais curieux du 3e, mais pas non plus impatient. Je me disais bon, ok, le 2 fait office de reboot, ok, il pose les bases, on va dire, on va lui pardonner ça, mais maintenant le 3 concrètement, où est-ce que ça veut aller? Donc je vais prendre un comparatif que j'ai fait avec un ami pour un petit peu vous faire comprendre ma vision par rapport à ce film. Ce film, il me frustre beaucoup parce que, en fait, il m'a donné l'impression de voir une version définitive expérience de Avatar. Pour ceux qui connaissent pas trop les jeux Pokémon, il faut savoir que au début des sorties de jeux Pokémon, il y avait ce qu'on appelait les versions complémentaires. C'est-à-dire que sortaient simultanément 2 jeux, donc qui était globalement le même jeu, mais avec quelques Pokémon en plus ou en moins, etc. Avec quelques petites variantes, mais très minimes. Donc t'avais rouge et bleu, ensuite t'as eu or et argent, t'as eu rubis, saphir, diamant, perle, voilà. Et Game Freak, donc Pokémon, avait pour habitude, 1 an ou 2 après la sortie de ces versions duo, ils avaient l'habitude de sortir une version complémentaire, qui était une sorte de fusion entre les 2 jeux. C'est-à-dire que tu revis la même histoire, mais avec plus d'approfondissement, avec un meilleur rythme, avec des Pokémon en plus, avec un acte en plus, avec des personnages mieux travaillés, avec des zones en plus, etc. Voilà. Emerald était la version de complémentaire de Rubis Saphir. Platine était la version complémentaire de Diamant Perle. Jaune était la version complémentaire de Rouge et Bleu. Voilà. Tu avais
systématiquement, maintenant ils le font plus, mais avant tu avais systématiquement cette version complémentaire qui était une sorte de version best-of qui rassemblait le meilleur des deux mondes pour une version, on va dire, définitive de la génération principale. Là où, par exemple, Ruby et Saphir, Ruby c'était beaucoup la version, c'était vraiment rapproché aux légendes de la Terre, Saphir aux légendes de la mer, t'avais Emerald qui rassemblait un petit peu les deux éléments et qui formait un climax encore plus grand, ce qui faisait que tu vivais globalement la même histoire, t'es dans la même région, tu vis la même histoire, mais avec des péripéties différentes et un climax plus travaillé. Et bah j'ai exactement le même ressenti avec cet Avatar de feu et de cendre. J'ai eu l'impression de voir une version définitive, une version améliorée d'Avatar 2 et 1. Le 1 c'est la Ruby, le 2 c'est la Saphir, et là le 3 c'est la version Emerald. Donc ce qui veut dire que, concrètement, oui, j'ai passé un bon moment. Factuellement, le film, je l'ai trouvé bon. Parce que il corrige tout ce qui me gênait, presque tout ce qui me gênait dans le 1 et dans le 2. Le côté agaçant des personnages, les péripéties qui se répètent, le fait qu'il y ait trop de personnages qui ne soient pas assez travaillés, qui soient trop embrigadés, qui soient trop focus sur un seul état de développement, le scénario un peu trop simpliste, le méchant pas assez travaillé de Quaritch, voilà, tout ce qui me gênait dans le 2, bah ouais, ça a été corrigé dans le 3. Les personnages sont plus attachants, ils sont mieux développés, c'est plus sombre à des moments, le climax est mieux rythmé, l'antagoniste est plus intéressant, il y a beaucoup plus en fait de nuances, aussi bien dans l'intrigue globale que sur le développement des personnages. La première partie du film, je l'ai beaucoup appréciée. Je sais pas combien de temps ça correspond peut-être à la première heure de film, je sais pas, environ, je pense que c'est à peu près la première heure de film. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous amenait une nouvelle culture avec ces navis du vent, ça nous amenait de nouvelles péripéties, ça nous présentait un nouvel antagoniste, donc au travers du personnage de Varang, une nouvelle faction de navis, une bataille très intéressante du coup parce que Varang apportait vraiment une noirceur, un côté véritablement sans pitié que je trouvais assez intéressant, plus sombre parce que ça découle du drame du deuxième avec la perte de l'aîné, et du coup t'as les personnages qui se remettent vraiment en question. T'as des personnages qui reviennent sur ce qu'ils ont fait dans l'épisode 2 en se disant putain mais en fait j'ai fait de la merde, putain mais en fait c'est de ma faute, putain mais en fait j'aurais dû être plus prudent. Donc au début, je parle vraiment pour la première heure, t'as véritablement ce côté on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, mais en même temps on est tellement effrayé par le fait de reperdre quelqu'un qu'on s'assombrit, et même ça s'assombrit aussi bien dans la mentalité des personnages que dans les intrigues, dans les batailles, dans certaines blessures, dans certaines tensions. Il y a un moment, il y a une scène il y a une partie que j'adore, qui est une sorte de en simultané, tu as deux drames qui se passent en même temps. Tu as le personnage de Nightily qui est enfin revient sur le devant de la scène, parce que dans le 2 elle était tellement effacée, c'était abominable. Là elle revient enfin sur le devant de la scène. Quaritch, il est enfin nuancé et intéressant dans cette première partie. J'ai beaucoup aimé les interactions qu'il a avec le personnage de Jake. Ça a apporté vraiment, ok, un vent d'air frais. Ok, là on est sur des péripéties différentes, on est sur un antagoniste différent, on est sur des enjeux différents. Enfin, voilà, Spider était moins insupportable. Enfin, véritablement, la première heure du film, je l'ai trouvé assez réussie. En plus, c'est toujours impeccable. Bon, ça vaut pour tout le film, hein, mais ça reste impeccable graphiquement. J'y reviendrai plus tard dans les points positifs, aussi dans les autres points positifs. Mais voilà, tout ça pour dire que première heure, très bien. On continue d'explorer le mythe autour de Kili, le mystère de Kili, etc. On voyage, émotionnellement comme géographiquement. Donc, très bon rythme, très bien pour la première heure. Par contre, par la suite, c'est là où j'ai eu plus de mal, parce que, eh bien, on a une répétition, on a un calcage de péripéties de scènes par rapport au deuxième opus et au premier aussi. Et là, par contre, j'ai eu beaucoup de mal. Certes, ce sont des scènes qui sont améliorées,
mieux rythmée, encore plus grandiose, mais le fond, le déroulé des scènes, il y a plusieurs scènes qui sont les mêmes que dans le deuxième. Je vais prendre des exemples très simples. Il y a une scène où le personnage de Loak doit s'isoler en mer. Il se fait attaquer par une bête marine, il se fait sauver par une baleine, il perd connaissance dans l'eau parce qu'il manque d'air, cut, plan noir, il se réveille sur le dos d'une baleine. Il y a exactement le même déroulé dans le 2. Et en fait, moi ce que je me dis, c'est que, est-ce que James Cameron s'est dit, est-ce que c'est assumé, est-ce qu'il s'est dit, de toute façon les gens ils vont pas revoir mes films, ils voient mes films principalement que au cinéma, donc une fois qu'ils auront vu le 2, ils vont pas le revoir avant le 3, donc ils vont pas forcément se souvenir de tout. Moi, mon problème, c'est que j'ai revu le 1 et le 2 très très tôt, très vite avant le 3, avant la sortie du 3. J'avais tout de très très frais en tête. Et ce qui fait que, oui, Coco, j'ai vu les copier-coller que tu as fait. À un moment, Spider se fait emprisonner dans le centre de recherche, tout ça. Donc forcément, il est pas content, il pète un câble, il jette une chaise contre la vitre, il subit des expériences. Ensuite, t'as Quaritch qui vient le voir dans une salle un peu isolée pour négocier avec lui. Il y a exactement la même chose dans le 2. Le climax du 3, il est très similaire au deuxième, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une sorte de consécration autour des baleines pour attaquer. Les hommes re-attaquent le village de l'eau à un moment où les baleines sont en train de festoyer quelque chose, avec le climax qui se déroule durant le crépuscule. Il y a un personnage qui perd la vie quasiment au même endroit que le personnage qui perd la vie dans le 2, enfin que l'aîné dans le 2, enfin voilà, sur la rive, ambiance de nuit, etc. Il y a un personnage qui se fait prendre en otage. Du coup, t'as Quaritch qui appelle Jake à l'oreillette. « Jake, tu m'entends ? Ouais, je sais que tu m'entends. On va faire un marché. Tu viens et je libère... » Il y a exactement la même chose à la fin du 2. J'ai plusieurs exemples comme ça. À un moment, il y a les Tulkun, donc les baleines qui se font chasser, qui continuent à se faire braconnier, si je puis dire. Et à un moment, je me suis même dit, je suis en train de voir des images d'archives. Ils sont en train de nous montrer des images du 2, et ensuite on va sortir de l'image et on va voir qu'en fait c'est des scientifiques qui étaient en train de regarder un écran d'enregistrement. C'est pas possible. C'est pas possible de me montrer exactement la même chose. On revoit les baleines se faire encercler, les bateaux qui tombent des vaisseaux, qui entourent les baleines, qui leur accrochent des ballons pour qu'ils se retournent, etc. Ensuite on leur extrait leur... Exactement la même chose que dans le 2. Et là, en fait, je suis même pas en train de parler du scénario. Je suis même pas en train de vous dire, oui, le scénario, il est trop simple, il est trop classique, etc. C'est du vu et du revu. C'est même pas ça ce que je suis en train d'attaquer. Là, ce que je suis en train d'attaquer, c'est, par pitié, ne me montre pas des choses que j'ai déjà vues dans le 2. Et encore une fois, c'est des choses qui sont mieux travaillées, donc je peux même pas cracher à 100% dessus, parce que je suis obligé d'admettre que le climax, il est mieux. Je suis obligé d'admettre que les péripéties s'enchaînent mieux, que c'est mieux rythmé, qu'il y a beaucoup plus d'action, qu'on perd moins de temps sur les choses, sur les développements. Oui, comme une version complémentaire de Pokémon, encore une fois. Je suis obligé d'admettre que ce film, c'est probablement mon préféré des trois. Parce que il corrige tout ce qui n'allait pas chez ses prédécesseurs. Et donc, oui, je suis obligé d'admettre que... Alors, ça veut rien dire, mais objectivement, je suis obligé d'admettre que... oui, c'est la meilleure expérience des trois. Mais parce que il refait la même chose en mieux. Mais ça reste, pour moi, à mon sens, la même chose. À la fin, Jake, qui va chercher le grand dragon pour réunir les tribus, n'allez pas me dire que c'est pas semblable au climax du 1. C'est vraiment une fusion du 1 et du 2, pour moi, ce 3. Donc, ce qui donne certes un film beaucoup mieux monté, etc., mais impression de déjà vu sur beaucoup de scènes, sur beaucoup de scènes. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que mon expérience est frustrante. Enfin, c'est pour ça que je trouve le film frustrant, parce que d'un côté c'est plus confortable à suivre,
mais de l'autre. Voilà, vous l'aurez compris. Je regarde un peu mes notes. Chose qui m'a frustré. Alors non, je vais rester quand même sur le positif, c'est impeccable. Graphiquement, enfin voilà, c'est même frustrant parce que en fait quand tu le découvres, moi je l'ai vu en IMAX 3D, pour moi c'est la façon de voir le film, oui c'est cher mais le film a été pensé comme ça. Même le côté high frame rate est mieux géré. Alors mieux géré, oui et non. Moi, mon œil, il était assez gêné dans le 2 quand il y avait les high frame rate, donc les 48 images par seconde, je crois. Ça me gênait un peu dans le 2. Là, ça me gênait beaucoup moins, je pense parce que la technologie s'est améliorée et aussi parce que c'est beaucoup plus constant, c'est beaucoup plus présent, donc du coup ton œil il s'habitue mieux. Mais le problème c'est que quand tu reviens à du 24 images par seconde, des fois j'avais des impressions de « Ah, c'est un peu saccadé ». C'est dommage, mais globalement je trouve que le high frame rate est beaucoup mieux géré que dans le 2. J'ai trouvé qu'il y avait une mise en scène très intéressante sur l'utilisation de la caméra. J'ai trouvé que James Cameron s'amusait beaucoup plus avec des fisheyes ou alors avec des plans de vue subjectifs, sur genre quand on est sur un dragon et puis que hop on va voir le pilote depuis le point de vue du dragon. Plusieurs fois je trouve que il s'amusait avec une fausse caméra du coup de changer sa façon de filmer l'action et j'ai trouvé ça très très chouette. Et puis bah graphiquement c'est grandiose, hein. Tout est fluide, tout est net, tout est limpide. La moindre scène d'action est limpide, tu n'es jamais perdu dans l'espace. Tu n'es jamais perdu dans l'enchaînement des actions. Moi, j'ai adoré la scène, encore une fois, d'assaut des vaisseaux au début du film. Et même le climax. Hein, quand bien même tu revois des choses, hein, la baleine qui tombe sur un bateau, la flèche qui va transpercer un cockpit, c'est des choses, encore une fois, qu'on a déjà vues, des impressions déjà vues de fou. Mais c'est bien filmé, mais c'est sublime, c'est épique. Voilà, je vais dire ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, enfin, c'est impeccable. C'est impeccable. Tu ne vois pas un blockbuster aussi magnifique. Les points sur l'horizon, enfin, tu vois tellement net jusqu'à loin à l'horizon. Enfin, les textures de l'eau, à un moment, les baleines discutent entre elles et puis tu vois la vibration sur l'eau. Enfin, voilà, c'est impeccable, c'est impeccable. Je n'ai rien à dire de plus que c'est prodigieux, voilà, c'est prodigieux ce qu'arrive à faire Cameron. J'ai beaucoup aimé le personnage de Varang, donc la nouvelle antagoniste. Je trouve qu'elle transpire à l'écran, elle est tellement badass, elle est tellement charismatique. En plus, tout ce qu'elle amène, c'est super intéressant, cette espèce de faction de Na'vi qui ont perdu foi en Eywa et qui du coup sont cruels entre eux avec les autres, et puis dès qu'elle prend connaissance des armes des humains, elle est là, waouh, c'est hyper intéressant, elle a une fascination pour la destruction, pour le feu. Voilà, j'ai trouvé son personnage très intéressant. Elle apporte une nuance, un côté sombre qui manquait véritablement pour moi dans le 2. Le problème étant, à l'image de Quaritch, c'est que elle sert plus à rien dans la deuxième partie du film. Ça, c'est horrible. Tu dessines un Pokémon, n'importe quoi, un personnage aussi bien dans ta première partie, et ensuite t'en fais plus rien, c'est horrible. C'est horrible. Rien que pour ça, non, je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, parce que c'est trop grave. C'est trop grave de dessiner un personnage. C'est comme si, bon, je vais dire un exemple qui veut rien dire, mais c'est comme si Thanos dans la première heure, waouh, génial, badass et tout, et puis après, il devient un méchant lambda, on passe sur autre chose. Non, tu peux pas gâcher. Enfin, du coup, à voir pour le 4e, mais pour moi c'est du gâchis, parce qu'en plus les scènes de confrontation avec Nightingale et tout, enfin ça rend tellement bien. Ah non, ce personnage est génial la première heure, et puis après c'est une dégringolade terrifiante. Et encore une fois, Quaritch, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a amené dans ces contradictions qui sont amenées. C'est dommage parce que je trouve que ce qui fait aussi défaut dans le 2, c'est les scènes de contemplation. Il y en a beaucoup moins dans le 3e, et c'est dommage parce que il y a quand même des scènes ça fait quand même partie de l'ADN de Avatar aussi, ces scènes de contemplation, ces scènes de développement de personnages qui découvrent la nature. Ça casse un peu le rythme, mais ça restait nécessaire, je trouve, dans les 2 premiers Avatars. Et là, je trouve qu'il y en a beaucoup moins, il n'y en a quasiment pas en fait, et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé ça pour Quaritch par exemple. Le développement que prend Quaritch est un peu trop rapide à un moment donné, je trouve. Dans le dernier acte du film, j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus de Quaritch / Varang
pour qu'on comprenne un peu mieux son revirement. J'ai trouvé que dans la dernière partie du film, son revirement était un peu trop rapide et ça aurait été possiblement mieux accepté pour moi si on l'avait vu plus explorer bah, toute la partie, la partie montagne en gros, la partie volcan. Ça m'aurait mieux fait accepter ça, je pense. Autre chose que j'ai bien aimé, encore une fois, c'est le côté très contradictoire et sombre en fait de ce que apportent les personnages, des soulèvements de Nightingale. J'ai trouvé les personnages, j'ai trouvé les protagonistes très cruels et très contradictoires dans leur façon d'être. Et ça, j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que ça ajoute de la profondeur au personnage et ça te fait un peu te remettre en question sur certains points. Il y a une discussion, notamment une scène de discussion entre Jake et Nightingale par rapport à l'acceptation de Spider. J'ai adoré la tournure que ça a prise. C'était vraiment bien écrit. Je regarde les notes des trucs que j'avais encore à vous dire. Comme dans le 2, j'ai encore eu du mal avec la cruauté de Jake. J'ai beaucoup de mal avec le personnage de Jake Sully. Je trouve qu'il ressemble pas beaucoup à celui du premier. Je le trouve très dur, très cruel envers ses enfants, envers sa façon d'éduquer. Et je trouve ça très contradictoire pour un personnage qui spamme la parole. La famille, c'est notre forteresse. Non. À ce niveau-là, c'est un tombeau. C'est pas une forteresse, c'est un tombeau. Véritablement, la façon dont tu éduques tes enfants, la façon dont tu ne prends pas soin d'eux, il a encore des discours très durs envers Loak. C'est à cause de toi que... Voilà. Il s'excuse à peine. Enfin, oui, il y a un développement vers la fin du film, mais c'est pareil, c'est un truc qui était censé être venu à la fin du 2. Ça, c'est pareil. Il y a des points, j'y reviendrai en fin de critique, mais il y a des points sur lesquels je trouve que le film fait du surplace et on revient à la même situation qu'à la fin du 2. Notamment, la relation Jake-Loak, je trouve encore très cruelle par rapport à Loak. Et puis il a des discours très bizarres. À un moment, au début du film, dans sa période de deuil, il ramasse des armes à feu, en disant voilà, moi je veux qu'on se batte, on n'arrivera pas à les vaincre avec des flèches. Attends, ça fait 2 films que tu mènes une bataille avec des navis où ils se battent littéralement avec des flèches, tu vois l'impact des flèches dans les cockpits, etc. Il y a littéralement des flèches qui sont capables de détruire des moteurs de vaisseaux, et toi t'es là, ouais mais les flèches, ça sert à rien, il nous faut des fusils. Jake, non, j'ai beaucoup de mal avec... J'ai beaucoup de mal avec le personnage de Jake. J'ai du mal aussi avec le fait que les personnages disent toujours à voix haute ce qui se passe. Ça me rappelle trop la façon dont Netflix écrit leurs séries et leurs dialogues. T'es jamais perdu dans ce qui se passe parce qu'en fait, les personnages décrivent toujours ce qui se passe. Attention, ils arrivent. Oh, attention, ils arrivent par là. On est poursuivis, vite, il faut qu'on s'enfuit. Oh, on va prendre la rivière pour s'échapper. Tu vois, jamais c'est l'image qui va véritablement te montrer ce qui se passe. Les personnages vont systématiquement décrire ce qui se passe. J'aime pas trop cette façon de faire, de réalisation, de narrer une histoire, mais bon, ça à la limite, c'est pas non plus très très grave. Je suis pas très fan de ce qu'ils font du personnage de Eywa. Le fait de la personnifier, je vais pas rentrer trop dans le détail, je suis pas très fan. Après ça, encore une fois, c'est mon goût personnel. J'aime bien le côté mystique justement amené par les 2 premiers avatars. Le côté, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est une forme d'énergie, un peu comme la force dans Star Wars. Ouais, j'aimais bien que ça reste un peu mystique. Là, pour moi, on perd un peu en mysticisme avec le fait de la personnifier autant. Je trouve. Et puis, dernier point sur lequel je suis pas fan, c'est encore une fois, bon, ça va rejoindre un petit peu moi aussi mon avis global, c'est que je trouve que la situation n'a vraiment pas beaucoup évolué par rapport à la fin du 2. Je trouve honnêtement que la fin du 3, on en est quasiment au même stade qu'à la fin du 2. C'est-à-dire que les humains ne sont pas battus dans leur globalité, il n'y a pas un représentant des humains hyper important qui a été tué, les navires restent sur place, enfin voilà, le village est encore en bon état, la planète n'est pas en train de mourir, j'en sais rien, tu vois, genre, c'est un élément qui pourrait vraiment être game changer par rapport à l'intrigue. Non, je trouve qu'on est
globalement au même point qu'à la fin du 2. Il n'y a pas eu une grande avancée, si ce n'est qu'à la limite, ok, maintenant Aiwa, elle est vraiment dans notre camp encore plus, mais c'était déjà le cas un petit peu aussi dans le 1 et dans le 2, parce qu'elle venait aider à plusieurs reprises les navis. Donc, je trouve pas qu'on ça ait grandement avancé. On en est à 3 films de 3h30, enfin de 3 heures. Bon, c'est dommage que la mythologie, que l'intrigue globale, elle avance pas plus que ça, quoi. Enfin, on dit souvent des Marvel, on crache sur eux, ça avance pas, etc. Oui, mais enfin bon, là, excusez-moi, hein, mais en 3 films, j'ai pas eu alors à voir ce que va proposer le 4, hein. Peut-être que ça va être enfin la bataille. Enfin, allez, on va niquer, parce que là, honnêtement, rien n'empêche les humains de continuer. En fait, je me dis, tant que tu ne t'attaques pas à une haute. À un haut représentant des humains, quoi, que bah, en fait ils vont continuer à vous lancer des salves, vous allez continuer à être colonisé, et c'est sans fin en fait, hein, au bout d'un moment. Enfin, on va 4e attaque, allez, 5e attaque, allez, bah ouais, mais au bout d'un moment, tu peux pas raconter la même situation pendant 5 films, tu vois, genre, c'est frustrant, et c'est frustrant parce que ça se ressent sur les personnages. Loak, c'est pareil, j'ai pas compris pourquoi on revient encore sur le fait que bah, la baleine, c'est encore alors que la baleine a sauvé les gens, tous les personnages, le village, c'est encore un renégat. Loak est encore pas écouté par son père, il y a encore cette scène, déjà vu, il y a encore cette scène où il essaie de défendre la baleine et son père le prend par le bras, bon, tu te tais maintenant. On a déjà vu ça dans le 2, bordel. Et puis pareil, les villageois, les Nighty machin là, le peuple de l'eau, qui est là, non, on n'aime pas la guerre. Et puis les baleines, pareil, non, c'est pas dans notre culture, on fait pas la guerre. Oui, enfin, au bout d'un moment, quand vous vous faites attaquer 5-6 fois, à un moment donné, je vous en supplie, on va pas recommencer ce débat de ouais, mais c'est pas bien la guerre et tout. À un moment, vous voyez bien que vous avez pas le choix. Enfin voilà, tout ça pour dire que ouais. Je trouve qu'on n'évolue pas beaucoup. On s'élève pas beaucoup sur le côté prendre ses coronesses pour faire avancer d'un pas drastique l'intrigue de Avatar. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Avatar 3 de feu et de sang. J'espère que ma critique vous aura plu. Voilà, gardez à l'esprit que globalement j'ai bien apprécié, mais ce qui m'a gêné, c'est le fait que le 2 existe en fait. C'est triste dit comme ça, mais je me dis en fait, limite le 2, il faudrait garder une demi-heure du 2 pour présenter voilà la famille, etc. Et tout le reste tu skips parce que de toute façon ça te sera re-raconté dans le 3. C'est triste, hein, mais moi c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est tout ce qui m'a fait défaut dans le 3, c'est l'existence du 2. Et en fait, je me dis, si jamais je me remate un jour toute la saga, il faudrait limite une version Kai, une version rapide du 2, où en fait ça me présente juste, ok, Jack il a une famille, ok, machin, oh ils se font attaquer, vite, le fils il meurt, et puis bam, tu passes au 3. Parce que de toute façon, le 3 va te raconter globalement le même fond que le 2. Ça va être le 2 en beaucoup mieux. Donc en fait, quel est l'intérêt du 2 si ce n'est être une démo technique de l'eau, nous présenter, parce que c'est vrai que ce qui manque dans le 3 c'est le côté contemplation, donc oui, ok, dans le 2 il y a ce côté contemplation, mais en fait limite faudrait juste garder ça, quoi. Tu gardes le côté on découvre le village de l'eau, hop tu coupes et tu enchaînes avec le 3. C'est triste, mais moi je vois les choses comme ça. Je trouve que le 2 fait trop mal à cette trilogie pour l'instant, et c'est ce qui m'a fait défaut dans ce troisième, qui en fait est très bien, mais encore une fois j'ai eu trop d'impressions de redites. Voilà, j'espère que ma critique vous aura plu. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, et on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la Moquette TV. Bye bye les gens.